Alors je vais commencer cette conférence par une citation. Citation peut-être réglée. Voilà, John Wheeler, c'était un physicien américain qui a divisé un petit peu, qui a expliqué que sa vie était un petit peu en tant que physicien compris dans 3 parties. La première partie, il avait cru comprendre que tout était particules. La seconde partie de sa vie, il s'est dit qu'en fait tout était champ électromagnétique. Et dans sa 3e partie de vie, son impression était que tout était information. Et je voudrais associer cette citation avec cette image. Voilà. Je parle un petit peu plus fort. Vous m'entendez? Ok. Je voulais l'associer à cette image. Donc vous en avez peut-être entendu parler, vous l'avez peut-être vu aux informations. Oui. Ok. Moi, ça m'a interpellé. Ça me fait un peu penser à ce qui a été raconté un petit peu avant. Cette personne, alors je crois qu'il s'appelle Thibaut, je cherchais son nom et je ne l'ai pas trouvé, est paralysé, c'est un tétraplégique, pardon, et une équipe française de Grenoble lui a inséré des implants dans le cerveau, et cette personne est capable, par la pensée, d'actionner une machine, de lever simplement par la pensée, donc il a travaillé plus de 2 ans. Je pense, je lève le bras droit, et l'exosquelette lève le bras droit. Je pense lever la jambe gauche et l'exosquelette lève la jambe gauche. Donc moi, ça m'a interpellé, je pense que ça interpelle. Et pourquoi je vous explique tout ça? Pourquoi je vous montre ça? Pour moi, on rentre en fait dans la compréhension de l'être humain et le corps dans une autre dimension. Peut-être une dimension énergétique, faite d'informations, faite d'atomes. Alors je vous parle aussi de tout ça et je me suis posé aussi ces questions parce que je suis praticien en shiatsu. Alors shiatsu, c'est pas un gros mot, c'est pas un petit chien, c'est pas un art martial. C'est une discipline qui vient du Japon et qui a des millénaires et qui prend sa source, son origine en Chine avec la médecine traditionnelle chinoise. Et on utilise les mains notamment, les pouces, pour exercer des pressions sur le corps et travailler sur des méridiens énergétiques. On parle de soins énergétiques, de corps énergétique. Mais alors tout ça, ça veut dire quoi? Donc toutes ces questions, voilà, j'ai eu beau pratiquer, j'ai voulu essayer de comprendre ce qui se passait vraiment et pourquoi on parle de tout ce qui est énergétique. C'est un peu devenu aussi à la mode dans les disciplines de bien-être. Et inévitablement, quand on est médecin, quand on est praticien, quand on essaye d'aller aider les personnes, on se pose la question de la santé. Qu'est-ce que la santé? Et surtout, qu'est-ce que être en bonne santé? Alors, aux informations, la semaine dernière, je crois, il parlait au journal de 20h ou 13h de la durée de vie, par exemple, chez les femmes, qui est à peu près de 80, moyenne, 85 ans, et les hommes, 79,5. Voilà. Par contre, ce qui m'a interpellé, c'était cette moyenne aussi qui a été donnée sur vivre en bonne santé. Et chez la femme, je crois que c'est de mémoire, c'est 64, et chez l'homme, c'est 63. Voilà. Donc se pose la question, alors c'est pas la peine de dire oui, on vit 6 ans de plus, si on vit qu'un an de plus en bonne santé. Mais la question, c'est qu'est-ce que la santé, qu'est-ce que vivre en bonne santé? Alors, vous allez évidemment dire oui, mais c'est peut-être propre à chacun, parce qu'en fonction de la sensibilité de la douleur, en fonction de tout un tas de choses. Je parle de la définition de l'OMS, qui nous parle en fait que c'est un état complet, mais surtout ce qu'il faut retenir, c'est que ça ne dépend pas que de l'absence de maladie. Et ça, c'est important. Et je voudrais, moi, me baser sur la médecine traditionnelle chinoise. C'est l'outil qu'on utilise notamment en shiatsu et dans d'autres disciplines, l'acupuncture, etc. Et essayer de faire comprendre et retenir simplement cette information-là, que la santé, c'est un peu comme cette bulle. Il y a une interaction qui se passe, une recherche de dynamique, d'équilibre entre 2 mondes, un monde intérieur et un monde extérieur. On parle d'homéostasie, on parle de la capacité du corps à réguler tout ça, ces millions de cellules qui se mettent d'accord et qui fonctionnent ensemble. Alors ce monde intérieur, c'est la génétique, mais ce sont aussi vos pensées, ce sont aussi vos émotions, et ce qui se passe à l'intérieur. Et ce monde extérieur, c'est les conditions climatiques, ce sont les traumatismes, ce sont vos relations sociales. Et la santé, c'est un petit peu cet équilibre, moi c'est mon point de vue,
je partage ce matin, je vais dire ce soir, non, c'est ce matin, ce qui fait noir, c'est pour ça. C'est un petit peu cet équilibre, cette recherche d'équilibre entre ce monde intérieur et ce monde extérieur. Alors ça va être très imagé, ça va des fois être très poétique ou philosophique. Mais j'aimerais que vous posiez des questions, je n'ai pas forcément des réponses, mais vous posiez des questions par rapport à cette thématique-là. Alors inévitablement, on se pose aussi la question de qu'est-ce que la maladie au final? Alors pourquoi le tigre? Parce que le tigre, en médecine traditionnelle chinoise, il représente la maladie. Et le tigre, on ne le combat pas en face à face. On l'invite gentiment à prendre la porte de sortie. Voilà, c'est encore une fois très philosophique, je trouve ça intéressant. Donc la maladie, c'est une désharmonisation du vivant avec des causes et des symptômes. Voilà. C'est cette homéostasie qui est mise en péril. Son origine, on a vu, elle pouvait être extérieure comme intérieure. On en a parlé tout à l'heure. Intérieure, génétique, émotionnelle, etc. Extérieur, traumatisme, virus, polluant. Et sa place. Ça, c'est quelque chose qui, je pense, est intéressant de comprendre aussi. C'est qu'il n'y a pas de maladie sans vie. Voilà. Elle fait vraiment partie du vivant. Alors, je ne vais pas dire que c'est normal de tomber malade, mais presque. Alors, je vais prendre un exemple de mots qu'on retrouve, et chez la marmotte, et puis et chez vous. On pourrait même presque faire un sondage, et vous pouvez même lever la main. Qui, si je vous pose la question, qui a déjà eu mal au dos, une lombalgie, ou qui a mal au dos? Bon. Ok, je crois qu'on est à peu près dans les 65-75%, je crois, de la population française qui a mal au dos, ou aura mal au dos, parce que ceux qui n'ont pas levé la main feraient peut-être partie du lot. Voilà. Et se pose la question, quand on a mal au dos, comment je l'aborde? Et qui je vais voir? Eh bien, il y a tout ça, et puis j'aurais pu en mettre beaucoup plus. Médecin généraliste, kinésithérapeute, podologue, ostéopathe, praticien shiatsu, chiropracteur, éthiopathe. Et puis j'aurais pu rajouter, je vous dis, tout un tas d'autres disciplines. Et chacun a un petit peu sa réponse, sa manière de voir le mal de dos, ses réponses à apporter. Et je vais vous dire, il n'y a pas de chemin classique, ça va être aussi en fonction de votre sensibilité. Et puis, de ce qui se passe. Est-ce qu'il y a besoin de calmer une inflammation? Quelqu'un passe par un médecin généraliste parce qu'il va prescrire un anti-inflammatoire, etc. Donc, l'idée à retenir simplement là-dedans, c'est ces approches sont toutes différentes, sont toutes spécifiques, différentes, mais elles sont très complémentaires. Et l'idée, c'est le travail qui est fait avec tous les professionnels de santé, à un moment donné, d'avoir cette connaissance et de savoir diriger et de savoir orienter la personne en fonction de ses besoins, parce que je prends l'exemple du mal de dos, mais ses origines peuvent être complètement diverses et peut-être expliquées de manière anatomique, physiologique, émotionnelle. Bon, c'était une petite introduction. Et avant de parler de corps énergétique, parce que c'est ce qui nous intéresse là, qu'est-ce que c'est que ce corps énergétique? Avant de plonger un petit peu dans ce sujet-là, j'aimerais absolument vous inciter ou vous proposer de changer votre regard. Changer votre regard, c'est un peu comme un enfant. Il y a beaucoup moins de peur que nous, beaucoup moins de croyances avant qu'on lui mette en place, qu'on les mette en place. Et il va regarder les choses de manière, on va dire, émerveillée, sans jugement. Alors je vais partir d'une grosse caricature. Voilà. L'homme actuellement, alors je caricature, il a une tête, on a mis une prévalence sur la tête, sur le mental par rapport au corps. Elle dirige tout. Et puis en dessous, on a un truc qui nous permet de se gratter, justement, de bouger, de marcher, d'aller au-delà de tout un tas de choses, et on a tendance à ne pas l'écouter. Du moins, c'est un constat que j'ai fait dans ma pratique. Peu d'écoute au niveau du corps. Par contre, on a tout compris. Et alors, ce bonhomme à grosse tête, on ne rappelle jamais de son nom, il a tendance, par rapport à la réalité, à dire qu'il croit simplement, je crois ce que je vois. On pourrait simplement prendre l'exemple des ondes électromagnétiques. Voilà, vous êtes baigné dans les ondes électromagnétiques. Il y en a partout. On ne voit qu'une partie infime de ce spectre. Vous avez au milieu, là, spectre de lumière. Tout ce qui va être rayon gamma, machin, ultraviolet infrarouge, ondes radio, on ne les voit pas. On ne les ressent pas.
mais elles existent. Donc vous baignez dans tout ce monde, dans tous ces champs électromagnétiques. Les sons, donc c'est pareil, de toute façon, ce sont des ondes, c'est la même chose, il y a des sons, des infrasons, des ultrasons que vous n'entendez pas, que certains animaux, le chien, la baleine, sont capables d'entendre. Donc au final, notre réalité c'est quoi? Est-ce que c'est pas un petit peu comme cet iceberg? On vit dans une réalité qui est la nôtre, qui dépend de nos principaux sens. Mais il existe d'autres choses. Ce même bonhomme, il a tendance à dire aussi, par rapport à la vérité, ouais, mais bon, alors je crois ce que je vois. Et puis en plus, la science, c'est la science qui a dit que, et c'est par là qu'il faut passer, le reste c'est complètement faux. Oui, heureusement qu'il y a la science, elle nous démontre tout un tas de choses. Après, qu'est-ce qu'une vérité? Qu'est-ce qu'une vérité scientifique? À un moment donné, la science démontre quelque chose, puis le propre pour moi, je pense, du scientifique, c'est aussi d'ouvrir peut-être le champ des possibles et d'aller démontrer jusqu'au jour où eh bien, on va contredire cette vérité de l'instant T, ou alors améliorer et trouver d'autres connaissances et faire avancer justement la connaissance du monde, notamment là, de l'être vivant. Est-ce que les vérités, justement, la vérité, elle n'est pas définie par nos ignorances, par notre manque de connaissances? Donc c'est toujours intéressant de se poser des questions. Et puis défini aussi par nos croyances. Derrière, il y a plein de peurs, il y a nos peurs. Donc se poser des questions, pourquoi? Pourquoi ça? Pourquoi je pense comme ça et pourquoi je fais comme ça? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre moyen de faire? Est-ce qu'il n'y a pas un autre angle d'attaque, un autre point de vue? Quand on commence à fonctionner comme ça pacifie aussi beaucoup les relations, parce qu'on comprend l'autre. C'était une petite parenthèse. Et puis elle dépend aussi peut-être de la densité du nombre de croyants. Là, je vous mets l'exemple de Galilée, avec l'histoire de la Terre au centre de l'univers, et qui dit non, le centre de l'univers, c'est les rondes. Alors, il n'y a pas que lui qui disait ça à l'époque. Enfin, le nombre de croyants, on va dire, pensaient que la Terre était ronde, n'était pas en plus au centre de l'univers, ils n'étaient pas nombreux. Et pourtant, c'était une vérité. C'est une vérité. Mais la vérité de l'époque, c'était pas ça. Donc voilà. Je voudrais terminer cette grande introduction avec une citation de Patrick Bernstein. C'est un alchimiste, on va aller voir ce qu'il raconte. Quand on sait ce que l'on cherche, on risque de trouver que ce que l'on sait. Alors que si on ne sait pas ce que l'on cherche, on peut trouver autre chose. Je vous laisse méditer. Je reviens dans une demi-heure. Voilà. Donc moi, vraiment, à travers cette conférence, même si on va parler de science, même si on va parler de choses concrètes, je vous amène quand même à rêver, à croire. Rien que le fait de rêver ou de croire, rien que ça, rien que les mots, rien que le terme, moi je trouve ça génial. Voilà, ça ouvre plein de portes, ça ouvre plein de choses. Donc essayons de rêver. D'ailleurs, je fais un petit point avec la science, en parlant d'épigénétique. L'épigénétique nous montre actuellement, a tendance à nous montrer actuellement, c'est pas moi le scientifique, donc c'est pour ça que je mets des petites guillemets, que changer son système de pensée et changer son environnement a un impact sur l'encodage génétique, sur vos gènes. Donc la part d'héréditaire là-dedans, et même dans la transmission de la maladie, ouais mais c'est héréditaire parce que mon grand-père, mon père, machin, etc. Et bien elle n'est pas si grande que ça apparemment. Et qu'en modifiant votre environnement, en modifiant votre système de pensée, vous avez un impact sur vos gènes, concrètement. Donc c'est génial. Donc on est quand même responsable de tout un tas de choses, au final. Alors on va plonger maintenant dans ce que c'est, du moins se poser des questions et voir comment on peut aborder le corps énergétique et pourquoi on parle de soins énergétiques. Alors moi je me suis posé ces questions-là parce que justement on travaille dans ma discipline sur des méridiens énergétiques. Donc ça c'est pas une carte de métro parisien, même si ça y ressemble, mais ça fonctionne pareil. C'est-à-dire que vous avez des points, des méridiens qui partent à un endroit du corps et puis jusqu'à l'autre bout, ou une partie. Et quand on a une interaction sur un point, hop, ça part jusqu'à l'autre côté. Et on parle de méridiens énergétiques. Sauf que quand on dit c'est qu'un corps, je ne l'ai pas fait, on ne les trouve pas, ces méridiens énergétiques. Pourquoi on parle de ça? Ça, je vous dis, hein, il y a des traces de plus de 2500 ans qui ont été retrouvées et qui parlent de méridiens et d'énergie.
Eh bien, on va parler, alors je ne vais pas vous faire mal à la tête et vous rappeler vos cours de physique au lycée. On va parler de l'atome, on va parler de l'infiniment petit. Parce que Einstein notamment, et puis Bohr, donc lui qui étudiait l'infiniment grand et Bohr l'infiniment petit, sont tombés, entre guillemets, sur l'atome, sur la connaissance de l'atome, et ont expliqué qu'en fait, tout était constitué d'atomes. Tout. On est constitué d'atomes, tout, la table, etc. Il y a des atomes partout. Et un atome, c'est quoi? Donc juste un petit peu de connaissance par rapport à ça, parce que rien que le fait, moi je trouve ça extraordinaire. Donc il y a un noyau, et il y a des électrons qui tournent autour. Et entre ce noyau et ces électrons, il y a du vide. Enfin, on va dire, pour l'instant, on va parler de vide. Et il y a du vide. Sachez que la distance, si on prend des échelles pour comparer, le noyau, s'il fait la taille d'un ballon de foot, les électrons font la taille d'une balle de tennis de table. En ballon de foot, on sait ce que c'est, tennis de table, pas gros comme ça. Et la distance qu'il y a entre le noyau et les électrons, c'est la hauteur de la tour Eiffel. Donc, un atome, c'est 99,9% de vide. Donc déjà, ça interroge. Si on était capable de voir l'infiniment petit, on pourrait voir notre corps comme ça. Voilà. Ou comme le bonhomme qui est là, je remercie mes enfants qui ont participé à la construction de ce bonhomme. Mais voilà, comme un ensemble de choses qui bougent, qui vibrent, où finalement il y a presque une illusion de la matière. Sauf qu'on n'a pas la capacité d'aller voir ce qui s'y passe. On est trop grand, on est trop gros. Ça, c'est un très bon reportage, vous pouvez aller voir sur Internet, sur Arte, qui s'appelle Tout est atome, et qui explique tout ça. La nature peut presque, c'est très poétique, la nature peut presque nous montrer un petit peu tout ça, l'illusion de la matière. Quand on est très très loin, on a l'impression qu'il y a quelque chose, il y a un grand oiseau, il y a ce qu'on veut. Et puis quand on se rapproche, en fait, il y a des milliers d'oiseaux, des étourneaux. Voilà. Est-ce que la densité, justement, et la cohérence qu'il y a entre ces oiseaux crée l'illusion de la matière? On pourrait même réfléchir et voir notre corps comme ceci. Alors, c'est là où il y a vraiment une révolution actuellement, sur le point de vue de la science, et de la compréhension de l'univers de manière générale, mais aussi du corps humain, et peut-être même un changement de paradigme. C'est dès lors où ce vide dont je parlais tout à l'heure est pris en compte. Jusque-là, ce vide, on ne prenait pas compte. Maintenant, ce vide, en fait, ce vide est plein. Ce vide est plein d'ondes électromagnétiques. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail, parce que ça fait un peu mal à la tête. Mais les atomes dégagent des énergies, il y a des ondes électriques, il y a un champ magnétique, et ça dégage un champ électromagnétique. Tout dégage un champ électromagnétique. Donc il y a une direction. Il va plus ou moins loin en fonction de la fréquence, de son intensité, pardon. Et puis, ces ondes électromagnétiques, qu'est-ce que c'est en fait? Ce sont des informations sans matière. Repensez au gars au début avec l'exosquelette et la pensée. Être capable avec la pensée d'aller donner des informations et qu'elles soient captées par les électrodes. Donc, les ondes électromagnétiques sont des informations sans matière. Ça, c'est important. La science utilise déjà les ondes électromagnétiques pour les scanners, l'IRM, etc., la magnétoencéphalographie. Et en fonction de son intensité, voilà, elle va plus ou moins pénétrer la matière et le corps humain. Donc là, vous avez tous les spectres, les ondes électromagnétiques. Vous avez à gauche les basses fréquences. Les basses fréquences, on émet des ondes à basse fréquence. La Terre émet des ondes à basse fréquence. Elles traversent tout. Elles traversent votre corps complètement. Et puis plus on monte, plus on va vers la droite, moins elles vont traverser. Mais plus, alors je fasse attention à ce que je dis pour ne pas rentrer dans des polémiques, mais plus il y a d'interaction avec la matière. Juste à titre indicatif, ce que vous avez après les lumières visibles, c'est-à-dire les rayonnements ionisants. Pourquoi ionisants? Parce que ces ondes vont avoir un impact sur les atomes eux-mêmes et sur les électrons, et vont les modifier. Donc il y a une déstructuration de la matière qui se crée. Alors vous allez dire, oui, mais il faut passer un certain temps, etc., etc., etc.
Mais je vous dis, il y a un débat après sur le danger ou pas des ondes, c'est pas moi qui vais le faire aujourd'hui. Mais il y a tout un débat là-dessus, mais peut-être que, et c'est même sûr de toute façon, tout ce qui va être à droite des basses fréquences, de toute façon, va pénétrer plus ou moins dans le corps. Et vous allez voir après, une interaction se fait avec ce corps. Donc le corps humain, il dégage des ondes électromagnétiques, il dégage de l'énergie. La chaleur, c'est l'énergie. Quand vous êtes assis à côté de quelqu'un, vous pouvez sentir peut-être la chaleur de la personne, voire même sa présence, et voire même d'autres choses, d'autres émotions. Et donc ces ondes électromagnétiques, je vous ai dit que ce sont des messages, passent autour de vous et sont diffusés autour de vous. Et les basses fréquences, elles ne s'arrêtent pas à 1 mètre. Les basses fréquences, elles vont très très loin, extrêmement loin, jusque même dans l'univers. Le cœur, c'est l'organe le plus puissant en termes d'ondes, qui dégage le plus d'ondes électromagnétiques. Son champ est extrêmement important dans le corps humain. Le cœur. Ensuite, on a les intestins, et après, on a le cerveau. On n'a plus le cerveau en un. Donc, se pose des questions aussi, est-ce que le cœur ordonnerait pas, à travers ces ondes, tout un tas d'informations au niveau du corps. Alors, est-ce que le corps humain, justement, alors il y a des oiseaux, ils sont capables, certains oiseaux migrateurs, pigeons migrateurs par exemple, d'utiliser les ondes électromagnétiques terrestres pour aller vers le pôle magnétique, etc. Et nous, je vous ai dit que les ondes électromagnétiques nous impactaient. Est-ce qu'on a la capacité de les ressentir? Est-ce qu'on a la capacité de... Enfin, je sais pas, est-ce qu'il se passe quelque chose dans notre corps? Il y a tout un tas d'études qui ont été faites sur l'eau. Vous en avez peut-être entendu parler. Il y a aussi tout un tas de polémiques aussi là-dessus, sur la mémoire de l'eau. Mais des chercheurs ont démontré que l'eau a la capacité d'enregistrer les ondes électromagnétiques en les emprisonnant. Vous allez voir jusqu'où je veux en venir. Donc là, à gauche, vous avez des molécules d'eau, en bas, qui sont gelées. Et elles vont former, en fait, des domaines de cohérence, ils appellent ça. L'eau, c'est pas que de l'eau. L'eau, c'est des atomes, il se passe tout un tas de choses, et elles vont réagir, et dans leur structure, elles vont s'unifier les unes aux autres, et elles vont emprisonner, en fait, les ondes électromagnétiques. Et elles vont jouer avec. Alors ça, c'est Marc Henry, qui l'explique très bien. C'est un peu comme, voilà, quand vous avez une classe devant vous, avec des élèves qui sont bien sages, et vous avez un ballon, et vous faites tomber le ballon, et d'un coup, ils s'excitent, ils partent dans tous les sens. Et bien, l'eau fait la même chose avec le vide, avec les ondes électromagnétiques. L'eau est excitée, bouge, joue avec ces ondes électromagnétiques. Votre corps, on est des êtres hydriques. On est constitué à 60, je crois que c'est 70% d'eau à peu près. Vous corrigez, hein. Vous me faites, oh, ça va pas. À peu près à 70% d'eau. Et au sein de la cellule, on est constitué à 99% d'eau et d'ions, mais essentiellement d'eau. Donc quand on sait que l'eau est capable d'aller enregistrer et de garder une mémoire des ondes, on peut se poser la question, mais dans notre corps, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on n'a pas aussi cette capacité de garder tout un tas de choses en mémoire? Et est-ce que ces mémoires n'ont pas un impact sur notre santé? Ce sont des questions que je vous pose. Autre chose qui me paraît aussi intéressant pour montrer l'interaction des ondes électromagnétiques, donc du monde qui vous entoure, avec le vivant, et notamment avec le corps. Sternheimer, donc on va voir qui c'est, il a financé ses recherches, je crois, dans les années 90 ou 70, 80, je ne sais plus. Et lui, il a fait un lien entre l'impact de la musique sur le vivant et en démontrant que la musique, une musique appropriée, des notes, et puis après, voilà, une mélodie, certaines mélodies permettaient de la synthèse de protéines utiles à la vie. Donc ça, c'est pas des bêtises. Hein. On pourrait aller... Ce que je vous dis, après, on pourra échanger là-dessus, et puis je pourrais vous donner les références. Le fait d'écouter de la musique, certaines notes, certaines fréquences, il y a une action concrète sur le vivant et sur votre génome. Vous voyez, il y a un impact
il y a un impact sur le corps et sur le vivant. Donc nous sommes un corps énergétique, nous produisons, nous captons, nous réagissons aux ondes électromagnétiques. Qui sont ces ondes électromagnétiques? Des informations, sans matière. Et donc, on pourrait se dire, là, je raisonne évidemment en termes d'ondes électromagnétiques. Il y a tout un tas de choses, on peut aussi raisonner sur le plan moléculaire. Mais là, on parle simplement de... On va raisonner, pardon, avec ce concept d'onde. Tout ce que vous mangez, ce sont des atomes et des ondes. Il y a quelque chose qui vibre. Est-ce que ça vibre beaucoup plus avec des choses plein de couleurs vivantes ou d'autres choses? Je ne sais pas. Le son, on vient de le voir, nous impacte. Les discours, si on vous crie dessus toute la journée, il peut se passer tout un tas de choses. Ce que vous allez sentir, les relations sociales. Est-ce que quand on entretient une relation va dire un peu toxique, est-ce qu'il y a un impact aussi sur nous, sur notre corps? Et puis, donc là vous avez le monde extérieur, on va dire, et votre monde intérieur. Et je me focalise simplement sur les émotions. On fera un petit aparté là-dessus tout à l'heure. Une émotion, c'est juste de l'énergie et des ondes électromagnétiques. Ce petit schéma-là qui fait un peu peur, simplement pour vous illustrer, que vous compreniez que ce corps, il est plus complexe que ce que l'on prétend. On connaît déjà beaucoup de choses, mais finalement, on connaît peut-être aussi pas grand-chose non plus. Mais que, alors ça, ce sont des ions qu'il y a dans une cellule, et il y a une interaction, et c'est pour vous montrer la complexité du corps humain, il y a une interaction entre tous les ions de la cellule. Dès lors où on va, par exemple, toucher à l'ion calcium, il va y avoir un impact sur le phosphore, il va y avoir un impact sur le magnésium, etc. Et puis il y a quelque chose qui va se créer. Donc moi, ça me fait penser aux médicaments. Ça me paraît tout à fait logique que sur les médicaments, il y ait des effets secondaires. Probable. On ne peut pas introduire dans le corps des molécules en se disant il n'y aura l'impact que sur le calcium. Donc du calcium, je vais rajouter du calcium, et il n'y a pas d'impact sur le reste. Donc c'est logique. C'est logique. C'est comme si, je prends toujours l'image du sport, on vous donnait aussi une liste des effets secondaires du sport. On ne ferait pas de sport dans ce cas-là, c'est un peu dommage. Parce que ça va de la petite entorse à la mort, à l'arrêt cardiaque. La liste serait très longue. Donc c'est normal qu'un médicament y ait des effets, peut-être des effets secondaires. Et alors ça, surtout, ça me fait penser à la médecine traditionnelle chinoise, dont je vous ai dit, ça a près de 2500 ans, 3000 ans. Et ça rejoint un petit peu la complexité, mais en même temps, les interactions qu'il y a dans notre corps. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on touche simplement une partie du corps qu'on va résoudre que les problèmes qu'il y a ici, mais il y a des interactions qui vont se faire dans l'ensemble du corps, comme un peu une toile d'araignée. Ça va vibrer partout. Et le modèle de la médecine traditionnelle chinoise fonctionne ainsi. C'est-à-dire qu'ils ont mis des loges avec des émotions, avec des organes, avec des saisons, avec des saveurs, avec tout un tas d'autres choses. Et quand on voit une personne, et si on prend l'exemple du mal de dos, souvent il y a un lien avec la fatigue, avec l'énergie de l'eau, l'énergie des reins, il y a peut-être des peurs qui sont derrière, mais il n'y a peut-être pas nécessité d'aller tout de suite travailler sur cette énergie des reins, ou sur la vessie par exemple. Parce qu'il y a une interaction avec le feu. Voilà. Donc s'il y a moins d'eau, c'est une grosse caricature. Hein. Il y a plus de feu. Et la personne arrive aussi avec des céphalées, des fois, avec des problèmes au niveau du cou, etc. Donc où est-ce que je vais intervenir? C'est pas si simple que ça. Et c'est en même temps tout ce qui est intéressant. Donc simplement pour vous illustrer la complexité du corps humain. Je vous parlais de l'émotion, là, juste avant. Ça me semblait intéressant aussi d'en parler. Je vous ai dit, dans chaque loge, il y a des émotions. Les émotions, si je reviens à notre énergie tout à l'heure, les émotions sont des énergies. Et l'énergie, le propre de l'énergie, c'est que ça met en mouvement. C'est du mouvement. Donc imaginez, quand on ne vit pas une émotion, si la colère, vous la vivez comme ça. Pareil que la joie, pareil que la tristesse. Je ne sais pas. Une émotion, c'est une énergie, ça doit mettre en mouvement. Alors il ne s'agit pas de tout casser, de se rouler par terre, mais il faut la vivre. C'est ce qu'explique la médecine traditionnelle chinoise.
Voilà, on doit la vivre, c'est très poétique. Hein. Comme un nuage qui passe. Mais il faut la vivre. Et il faut que ça passe. Et il ne faut pas que ça s'accumule. Sinon, on garde. C'est un peu comme un barrage. On n'a pas ouvert depuis des centaines d'années. Et bien, cette force qu'il y a dans l'eau, à un moment donné, va exploser le barrage. Faites le rapport avec le corps. Il peut arriver des maux, tout un tas de choses. J'en ai un peu fini pour cette partie énergétique, la compréhension du corps énergétique, la complexité de ce corps. Et puis, on va se poser la question, donc je parle évidemment des choses que je connais, c'est un peu plus facile, en shiatsu, donc c'est une pratique manuelle, on va utiliser les mains, comme dans l'ostéopathie par exemple. Comment on peut soigner, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ses mains? Sur quoi on intervient? Donc on a vu, il pouvait y avoir des interactions sur le plan énergétique, on dégage des ondes, il y a peut-être une mémoire du corps, on est peut-être en capacité de ressentir quelque chose chez la personne, avec ses mains, ou simplement dans la présence. Et, alors je reviens toujours sur les méridiens, parce que c'est là-dessus qu'on travaille, et je vous ai dit, on a beau disséquer le corps, on ne les trouve pas. Alors il y a une américaine, je ne sais plus son nom, qui a fait des expériences là-dessus, puis qui a mis en évidence le lien entre les méridiens énergétiques et le système facial et les fascias. Alors les fascias, c'est quelque chose de fascinant. Et plus on creuse, plus c'est fascinant. Et en même temps, on sait beaucoup de choses et peu de choses. C'est très récent, en fait, les études sur les fascias. Vous voyez, ça date de 2015, il y a eu un congrès aux États-Unis où tous les spécialistes des fascias sont réunis pour, dans un premier temps déjà, trouver 2 définitions sur lesquelles ils pourraient partir et travailler. Donc vous avez vu, c'est quand même relativement récent et ils veulent partir sur une base solide. Ils sont passés vraiment de l'indifférence au devant de la scène. Donc on détaillera après. Ils sont passés d'un rôle de maintien d'une enveloppe, d'une pochette plastique, simplement à un réseau extrêmement complexe. Et se pose, je vous ai dit, la capacité de lecture par une personne, par les mains, de ce système facial. Est-ce qu'il ne serait pas le reflet aussi, ce système facial, ces fascias, de notre souffrance? Alors vous allez dire, oui, mais c'est quoi les fascias? Ça ressemble à ça, ce que vous avez à droite. Et on va voir un peu plus en détail, sur le plan physiologique, on va dire ça comme ça. On parle de continuité tissulaire. Désolé, je n'ai pas trouvé d'autres images qu'une toile d'araignée. Mais imaginez votre corps, il est rempli de fascia, il y a des couches superficielles jusqu'aux couches profondes, de la tête aux pieds, et tout est lié. Si vous touchez, s'il y a un problème quelque part, il y a une répercussion ailleurs. On peut raisonner et sur le plan énergétique, des ondes, et sur le plan physiologique. C'est un véritable réseau web. On parle aussi d'équilibre tensionnel. C'est-à-dire qu'il a un rôle de maintien. Enlever les fascias dans le corps, tout tombe. Et cet équilibre tensionnel, il est régi, enfin, il est lié à cet équilibre entre leur élasticité et leur rigidité. Et vous avez vu, il est constitué à 60% d'eau. On revient à l'eau, la mémoire de l'eau, etc. Là, pour illustrer, je ne sais pas si on va y arriver, si vous allez voir quelque chose, c'est un modèle de tenségrité, donc comme vous avez un petit peu là, qui représente, on va dire, le bassin. C'est pour simplement vous faire comprendre que... que quand il y a un impact sur l'organisme, sur un fascia, voilà, c'est toute la structure qui bouge. Et ça se passe comme ça dans le corps. Voilà, je ne sais pas si tout le monde voit bien. C'est peut-être aussi pour ça que quand vous allez voir un ostéopathe et que vous lui dites bah, « j'ai mal là », il va regarder là, mais il fait quoi? J'ai mal là. Ben ouais, mais tout est en interaction, tout est lié. On est encore dans la complexité du corps humain. Ils sont sensibles, c'est l'organe, alors je ne me rappelle plus le spécialiste qui en avait parlé, il y a 2 reportages d'ailleurs à voir sur Arte là-dessus qui sont
fascinants fascia, et puis je ne sais plus qui sont passionnants. Ils sont sensibles. Ils ont des nocicepteurs, c'est-à-dire des capteurs liés à la douleur. Et ils sont en plus grand nombre qu'au niveau des muscles. C'est-à-dire que les fascias sont plus sensibles à la douleur que les muscles. Ça, c'est encore quelque chose d'assez extraordinaire. Et il a une contractilité autonome. Alors ça, c'est encore plus fascinant. Il est innervé par le système nerveux autonome. C'est une partie du système nerveux qui régit votre corps sans que vous ayez conscience, qui va réguler votre rythme cardiaque, etc., respiratoire. Et donc il est innervé par ce système nerveux autonome. Et ce qui est extraordinaire, c'est que donc un fascia, par exemple, il va envelopper les muscles, il va envelopper tout un tas de choses, mais il va pouvoir bouger indépendamment de la contraction musculaire. Il se pose aussi cette question, vu qu'il est innervé par le système nerveux autonome et qu'il y a tout un tas d'études aussi qui se font, des études comportementales, et avec ce système nerveux, de la sensibilité des fascias liées au stress et donc à vos émotions. Est-ce que ce ne seraient pas les fascias qui se rigidifieraient, par exemple, dans un état de tétanie? On va peut-être en reparler un petit peu après, je regarde l'heure en même temps, 46. Quelle est l'application sur le plan des thérapies manuelles et quel lien on peut y faire? Cette continuité tissulaire, moi ça me fait penser à la continuité des réseaux énergétiques. Tout est lié. Et je vous ai dit, il y a quelque chose de physiologique, mais il y a quelque chose aussi en lien avec ces ondes électromagnétiques. Le fait de toucher, le fait d'appuyer, le fait d'étirer, le fait de stimuler, avec vos mains notamment, puisqu'on est dans les thérapies manuelles, va participer à cet équilibre tensionnel. Enlever ou rajouter la tension. Parce que, alors l'acide hyaluronique, ce sont des molécules qui vont capter les molécules d'eau. Elles sont produites par le fascia. Et c'est elles qui vont, donc grâce à ça, conserver cette élasticité. Et à l'inverse, les fibroblastes qui sont dans ces fascias vont fournir des fibres quand il y a besoin qu'ils soient beaucoup plus rigides. Donc c'est cet équilibre. Et le fait d'aller tirer, soit en pression, manipuler, soit en pression, soit en étirement, on va favoriser la sécrétion d'acide hyaluronique ou la fabrication des fibres par les fibroblastes. Donc il y a une réelle interaction qui se fait dans les thérapies manuelles par rapport à ça. Quand on parle de sensibilité, on parle aussi, il participe à l'interoception et à la proprioception, on en reparlera un petit peu tout à l'heure. L'interoception, c'est votre capacité à ressentir ce qui se passe dans votre corps. Et ces fascias sont en lien avec ce principe d'interoception. Tout simple, est-ce que j'ai faim, est-ce que je me sens fatigué? Pardon. Et on en revient toujours aussi aux émotions. Et puis, là on va encore un petit peu plus loin, se pose aussi la question, est-ce qu'on est en capacité, avec nos mains, entre autres, d'aller comprendre l'état interne de la personne par l'intermédiaire de ces fascias. Ils sont constitués d'eau, il y a peut-être une mémoire qui est gardée à l'intérieur de ces fascias, des ondes électromagnétiques, il y a tout un tas de choses, de ressentis. Est-ce qu'on ne serait pas capable aussi à un moment donné d'aller écouter, d'avoir des informations sur ce corps grâce à ces fascias? Alors, concrètement finalement, l'altération des fascias, comment est-ce qu'on l'obtient? Je vous donne la recette. La sédentarité, c'est des choses que vous connaissez, mais c'est bien de le redire. La sédentarité. Les mauvaises postures prolongées, les traumatismes évidemment, et les émotions. On peut faire le lien, c'est une théorie, ils appellent ça la théorie polyvagale de Porges, qui fait un lien entre les comportements, le système nerveux autonome et les fascias. Je vous ai dit tout à l'heure, en cas de tétanie, il y a une crispation du système facial. On ne bouge plus. Voilà. Et il y a un lien qui se fait, et donc les émotions rentrent dans le mécanisme d'altération du fascia. Donc il faut gérer ces émotions. Alors ce n'est pas l'objet aujourd'hui de la conférence. Ces altérations
vont engendrer des troubles de la sensibilité corporelle qui vont de pathologie somatique à psycho-émotionnelle. J'ai mis quelques exemples, peu importe. Et puis il y a des thérapies adaptées pour aller libérer ou pour aller restructurer, ce que vous voulez, le système facial. Les thérapies à visée proprioception. La proprioception, c'est votre capacité à ressentir votre corps dans l'espace. À l'inverse, interoceptif, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Donc là, vous avez des réponses concrètes. Le yoga, le tai chi, le pilate, l'éducation posturale et d'autres techniques vont participer justement à cette capacité de retrouver cette proprioception et à travailler sur le fascia. Et puis vous avez des thérapies donc à visée interoceptive. L'ostéopathie, alors c'est un peu réducteur, mais l'ostéopathie, l'acupuncture, le shiatsu, thérapie, tout ce qui est thérapie manuelle, libération émotionnelle, sophrologie, méditation, et puis on pourra en mettre d'autres. Mais vous avez des réponses concrètes. Alors finalement, pour garder ces fascias en bonne santé, qu'est-ce qu'il faut faire? On l'a vu juste avant, se masser, se faire masser. C'est tout simple. On a parlé tout à l'heure de l'action du toucher sur ce corps et sur ses fascias. Boire, s'hydrater, des constitués d'eau, bouger. Alors justement, pas comme un Playmobil. Le corps humain, il est super bien fichu. On n'est pas en train de faire ça tout le temps. Et ça, c'est important parce que pour moi, plus on avance dans l'âge, plus on a tendance à se renfermer comme ça. Et donc, pour combattre, il faut ouvrir le mouvement. Et donc, c'est toutes les disciplines dont on parlait tout à l'heure. Le tai chi, par exemple, vous allez en voir tout à l'heure. Ouvrez le mouvement. Allez chercher toutes ces amplitudes. À savoir qu'un fascia, il s'épaissit. Toutes ces fibres que vous avez là, ça paraît le bazar, mais c'est super bien organisé. Plus vous êtes dans la sédentarité, moins vous allez bouger, ou plus vous spécialisez le mouvement que dans un axe, voire pas du tout, vous ne bougez pas, il va s'épaissir. Et donc il va rigidifier tout cet ensemble, tout le corps. Donc bouger, c'est la santé, bouger c'est la vie. Et puis vous allez aussi vous étirer. C'est l'atelier d'après ça. Et tout le monde participe. Je vous l'ai dit, il faut vous étirer. Donc ça paraît bête, mais tous les matins, si on fait des gestes comme ça ou comme ça, c'est génial. Quand vous allez chercher votre bol dans la cuisine, vous mettez dos au placard, et puis voilà, travaillez tout là. Proprioception, l'ouverture, bougez, et dans tous les sens. Et comment? C'est une notion que je voulais aborder. Faites-le avec le cœur, avec des intentions dans vos mouvements, dans tout ce que vous faites. Il ne s'agit pas d'aller faire du tai chi, d'aller faire toute autre discipline, comme on le fait beaucoup dans notre société, je trouve, ou la méditation, avec la notion de performance. Elle revient tout le temps, cette performance, de rentabilité ou je ne sais pas quoi, il faut du résultat, et tout de suite, je veux méditer une demi-heure. Ouais, c'est pour une demi-heure, j'ai médité. Il se passera quelque chose. Si vous voulez méditer une demi-heure, méditez 20 minutes. Il se passera d'autres choses. Soyez en conscience dans les mouvements que vous allez faire. Il ne s'agit pas de rester dans une position la première fois pendant une demi-heure. Là, il y aura plus de souffrance que de bien-être. Mettez-y du cœur. Et ça, c'est un message fort, j'aimerais transmettre. Ce cerveau, c'est bien, et il se passe tout un tas de choses, il est super fort, il est capable de contrôler énormément de choses dans le corps. Capable de chanter et justement de tout couper. Et c'est ce que je vois beaucoup dans la pratique. C'est coupé ici. Et il ne se passe pas grand-chose en dessous. Il y a beaucoup de souffrance. Repartez du corps, du cœur, pour refaire vivre tout ça. Et dans tout ce que vous faites, dans vos relations, dans vos mouvements, dans tout ce que vous faites, faites-le avec le cœur. Ça, c'est important. Je ne peux pas terminer la conférence sur, quand même, est-ce que je suis sauvé? Alors, sauvé, je suis. Ouais. On est, c'est thérapie manuelle, on est dans le soin, l'accompagnement et la prévention. On ne va pas guérir des maladies graves ou des traitements ou des lourds traumatismes. C'est important de le dire. Ça rejoint la complexité du corps humain. Vous avez un panel de thérapeutes, de médecins, etc. Il ne faut pas se focaliser sur un seul et dire le reste, c'est n'importe quoi.
il faut s'ouvrir et comprendre et prendre tout ce qu'il y a à prendre. Évidemment, on ne se substitue pas aux médecines allopathiques et aux traitements qui sont mis en place, et puis surtout travailler en complémentarité avec les professionnels de la santé. Et c'est ce qui fait la force, c'est ça. C'est la connaissance et travailler ensemble. De connaître ce que fait chacun entre nous et savoir diriger pour aller orienter. Est-ce qu'il y a plus sur le plan émotionnel, est-ce que c'est plus sur le plan physique, est-ce que c'est plus, etc., etc. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Et il faut passer par là de toute façon. Donc voilà, vous êtes acteur. Alors je vous ai montré, j'aurais pu parler des heures, mais un petit échantillon de ce que l'on pourrait comprendre de ce corps énergétique, de ces fascias, etc., de ces thérapies qu'on pourrait utiliser. Mais surtout, retenez que vous êtes responsable en partie, en très grande partie de votre santé. Même, je vous ai dit, sur le plan héréditaire, etc. Donc, bougez, buvez, tirez-vous, participez à tout ça, et faites-le avec le cœur. Donc, je voulais remercier la ville de Saran, la mairie, Annick de Kettler, qui a vraiment porté ce projet jusqu'au bout, et qui a mis tout son cœur, justement, et puis tous les professionnels de santé qui sont là, avec qui j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose qui s'était créé pendant toutes ces réunions sur lesquelles on a échangé, on a construit cet événement. Et puis vous, êtes venus un dimanche matin, il fait super beau, mais vous êtes là. Donc merci beaucoup.